France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Le département de l'Eure s'étend sur 6000 km². Sa population est de 514 000 habitants. L'Eure se caractérise par un paysage de campagnes ouvertes à l'est, par le bocage à l'ouest et par une multitude de prés humides et de petits massifs forestiers au sud, ce qui permet au département de diversifier son agriculture. L'eau est un élément omniprésent. Et dès 799, la vallée de la Seine attira les pirates vikings. Les Normands y trouvèrent une route fluviale offrant un accès direct aux régions intérieures du royaume. Rollon, le chef de guerre norvégien, arrive dans la région peu après 900. Il négocie avec Charles le Simple et obtient la ville de Rouen. Les Normands sont installés, la Normandie est née. Malgré son image champêtre, l'Eure est un département industriel dynamique qui a su profiter de la décentralisation. Sa proximité avec Paris n'est pas étrangère. Cet environnement naturel, géographique et culturel explique aussi qu'il y ait dans l'Eure autant de résidences secondaires, environ 25 000. L'Eure est un département intéressant puisqu'il est un département jeune. Sa population a augmenté de 200 000 habitants en l'espace d'une génération. C'est aussi un département caractérisé par son économie récente et performante, avec en particulier en matière d'aéronautique et spatiale, en matière de chimie et pharmacie et aussi en matière d'électromécanique. C'est aussi, et c'est surtout, un département qui a une histoire qu'on peut remonter à l'Antiquité, mais tout particulièrement à Guillaume le Conquérant, et qui s'est poursuivie jusque depuis, avec de très très nombreux vestiges de cette histoire, des abbayes, des châteaux et un patrimoine naturel, eaux, forêts, rivières, qui font du département de l'Eure un département qu'on aime voir et revoir. Témoin de ce riche patrimoine culturel, d'innombrables châteaux. L'un d'eux, aujourd'hui en ruine, domine les collines verdoyantes des Andelys. Château-Gaillard fut édifié par Richard Cœur de Lion en 1196. Richard est alors duc de Normandie et roi d'Angleterre. Il construit cette forteresse pour protéger la Normandie des attaques de Philippe Auguste, roi de France. Philippe Auguste rêve alors d'annexer le duché. Modèle d'architecture militaire, Château-Gaillard fut bâti pour ne jamais tomber. Ce château, au fond, est le dernier des châteaux romans. Il est conçu suivant le principe de la motte féodale, avec la défense centrale. L'ouvrage principal est l'ouvrage avancé, ou châtelet. Le tout est entouré de fossés profonds. Entre les deux ouvrages, il y a un fossé avec une passerelle. L'ouvrage principal est constitué d'une première enceinte, d'un fossé, d'un pont en pierre, taillé dans la pierre, de la seconde enceinte avec des bossages, et puis du donjon, défense centrale, avec des essais de machicoulis. Au fond, avec tous ces ouvrages extrêmement resserrés, le château était vulnérable. Du vivant de Richard, personne n'osa s'attaquer à Château-Gaillard. Mais Philippe Auguste ne perd pas patience. Ce château serait de fer, disait-il. Il n'en tomberait pas moins sous mes coups. Une vision qui se concrétise 3 ans après la mort de Richard. Philippe Auguste s'empare du château en mars 1204, après un siège de 6 mois. Plutôt que la force, il choisit d'affamer les défenseurs. Tous les habitants de Petit-Andelys et les environs, au moment de l'attaque des Français, se sont réfugiés dans le château Gaillard. Il y a là 2000 bouges inutiles.
Roger de Lacy, le gouverneur, va en faire sortir d'abord 500, puis 500 autres, que les Français laisseront passer. Mais Philippe Auguste pense qu'il faut arrêter cet exode, il faut laisser ces bouches inutiles manger des victuailles qui restent à l'intérieur du château. De la même manière, Roger de Lacy ne va pas les faire rentrer. Pendant une bonne partie de l'hiver, ils vont errer dans les fossés, ils vont s'entre-dévorer et des quantités vont mourir. La prise de Château-Gaillard et la reddition de Rouen 3 mois plus tard marquent le rattachement du duché de Normandie à la couronne de France. Château-Gaillard a inspiré bon nombre d'artistes, comme Shakespeare et Beethoven. Au XVIIe siècle, Nicolas Poussin choisit d'y planter le décor de son Coriolan. La seule toile de l'artiste qui soit exposée au musée des Andelys. Le Coriolan retrace la victoire d'un général romain à Coriol. Poussin relate donc un épisode de l'histoire romaine sur fond de paysages anglésiens. Comme s'il voulait romaniser le Château-Gaillard. Il ne cessera de faire l'amalgame. Poussin se considérait d'ailleurs comme picteur andéliensis, peintre andlésien. Il rejetait catégoriquement les deux titres qui lui avaient été conférés, celui de premier peintre d'Occident et celui de premier peintre du roi Louis XIII. Juste à côté du musée Poussin, la fontaine de Sainte-Clotilde. En 511, la femme de Clovis décide de fonder une abbaye destinée à l'éducation des jeunes filles. Les ouvriers qui travaillaient à l'édification de cette abbaye se plaignirent du fait qu'ils n'avaient pas de vin à boire. Sainte-Clotilde transforma l'eau de cette fontaine en vin. Pour eux seuls, c'est le fameux miracle de Sainte-Clotilde. Au Moyen-Âge, la fontaine Sainte-Clotilde est devenue un lieu célèbre de pèlerinage. On venait y récolter de l'eau dans des récipients en terre. Le village de Petit-Andely ne connut son essor qu'avec l'édification du Château-Gaillard. On construisit alors l'église Saint-Sauveur, une église de style sobre en forme de croix grecque. À l'intérieur de cette église figure à l'heure actuelle un orgue qui provient de l'abbaye de Buis-Saint-Rémy. Cet orgue particulièrement remarquable est l'un des plus anciens de France. Ces registres permettent en effet d'avoir des sonorités absolument remarquables. L'orgue de Saint-Sauveur est réputé dans le monde entier pour ses sonorités typiquement baroques. Il fut construit en 1674 par le Normand Robert Ingou. C'est le seul de cette époque à encore fonctionner, même si de temps en temps, certaines notes restent bloquées. L'Eure est riche en instruments anciens, car le département est resté rural et les paroisses, assez pauvres, n'en ont pas acheté de nouveaux. Le plan et les dimensions de l'église Saint-Sauveur furent déterminés dès la première campagne de travaux vers 1220. Tout est scrupuleusement dessiné, le chœur, son déambulatoire, les 4 piliers du transept et la nef. Mais l'édifice ne sera terminé qu'un siècle plus tard. Célèbre également dans le monde entier l'écorché du docteur Auzout, un écorché auquel est d'ailleurs consacré un musée, sans doute le plus original de la région. Unique en son genre, ce sanctuaire de la science se situe au Neubourg, à une vingtaine de kilomètres d'Évreux. L'anatomie humaine s'exhibe même aux fenêtres avec des dessins de Léonard de Vinci. Il a d'ailleurs fallu l'autorisation de la reine d'Angleterre, car c'est elle qui en possède les originaux. Lui, c'est Hector. Ses milliers de frères et sœurs se sont exportés dans une 50aine de pays. Grâce à eux, des générations d'étudiants ont pu se former à l'art de la médecine. À l'origine, le docteur Auzout. Pendant ses études, il se rend compte de la difficulté de disséquer les cadavres. Il travaille donc sur l'élaboration d'un squelette démontable et surtout réutilisable. Il réalise que le bois n'est pas suffisamment malléable alors que la pâte à papier est trop cassante.
L'idée géniale, il l'aura en voyant le bouchon d'une bouteille de champagne. Son secret de fabrication, la jonction de liège au papier mâché, ce qui permet à la pâte de rester plus souple. Son premier spécimen, le Dr Ouzou le réalise en 1825 en prenant comme modèle un homme maigre mort d'une longue maladie. Le succès est immédiat. Les commandes affluent des 4 coins du monde. L'écorché sera produit en série dans un atelier de Saint-Aubin-d'Écreville. Un second spécimen sera réalisé en 1830, cette fois à partir du cadavre d'un militaire beaucoup plus costaud. Un écorché fait environ 2000 pièces, dont 90 pièces détachables. Pour le confectionner, il faut compter une durée d'environ 6 mois. Dans l'atelier, chacun travaille à une tâche bien précise. Après le moulage et le démoulage, l'ajusteuse ébavure la pièce et l'adapte aux autres. La poseuse de vaisseaux et de nerfs entre ensuite en action. Les veines et les artères sont réalisées à partir de fils de fer entourés de bolduc. Bleu pour les veines et rouge pour les artères. Tout y est, même les muscles et les viscères. La dernière touche revient au peintre qui achève le modèle de la manière la plus réaliste possible. L'écorché est fin prêt pour la dissection. Nous voyons ici un muscle sternocleidomastoïdien qui s'insère sur la mastoïde, la clavicule et le sternum, d'où son nom. Ça vous permet de voir la vascularisation du cou, c'est-à-dire la veine jugulaire et l'artère carotide. Ici, nous allons démonter un autre muscle qui s'appelle le deltoïde, qui permet de mettre en évidence la tête humérale, la clavicule au-dessus, et ici la diaphyse humérale. Enfin, je vais vous démonter un dernier muscle ici, qui est le grand pectoral, qui permet de mettre en évidence les côtes, ici, que l'on devine, partie un petit peu jaune. Depuis 1980, la pâte du Dr Ouzou est remplacée par de la résine synthétique. Les anciens ateliers ne sont plus utilisés. Les écorchés sont de plus en plus fabriqués à l'étranger. Le Dr Ouzou s'était attardé sur chaque partie du corps, l'œil, l'oreille, le larynx, le cœur, le cerveau, la face et le système lymphatique. Il s'intéressera également à l'embryologie en réalisant une série de modèles relatifs aux différents stades de la gestation. Curieusement, cet inventeur ne sera jamais admis à l'Académie de médecine. Sa gloire sera vite oubliée, mais il reste ses œuvres exposées au Neubourg. Comble du hasard, pour trouver le chemin du musée, il faut suivre la direction des abattoirs. Au début du 19e siècle, l'Eure se distingue par une industrie aussi précoce que diversifiée. Le département se classe alors parmi les 10 premiers Français pour la production industrielle. Ces deux atouts sont d'une part l'eau, qui permet d'actionner les roues des moulins, et d'autre part la présence de bois et de forêts qui alimentent les usines à feu. L'essor industriel a entraîné la création de nombreux emplois, notamment à Évreux. La capitale de l'Eure est devenue l'un des pôles pharmaceutiques essentiels, avec des entreprises phares comme le britannique Glaxo Wellcome, le plus grand groupe pharmaceutique au monde. C'est en 1968 que ce groupe s'implante à Évreux, proche à la fois de Paris et de l'Angleterre. C'est aussi un pôle d'industrie pharmaceutique importante en Normandie et plusieurs autres entreprises pharmaceutiques de taille sont établies dans la région. Beaucoup de nos fournisseurs sont implantés localement. On importe très peu, donc on trouve un tissu, je dirais, de fournisseurs adaptés à nos besoins et aussi des hommes et des femmes qui ont un bon niveau d'éducation. Cette société pharmaceutique possède 30 sites à travers le monde. Celui d'Évreux s'étend sur 16 hectares. Il emploie 900 personnes à temps plein pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de francs. C'est le premier employeur privé d'Évreux, sans compter les répercussions sur l'économie de la région. Pour chaque emploi créé ici à l'usine, comme j'ai dit, on est près de 900, et entre 3,5 et 4 autres emplois qui sont créés dans la région. Le site d'Évreux s'est spécialisé dans la fabrication d'aérosols, de comprimés effervescents, de suppositoires et surtout de poudre à inhaler sous forme de petits disques. Avec des chiffres de production considérables, il sort chaque année d'ici 411 millions de comprimés, 8 millions de suppositoires et 88 millions de plaquettes de poudre.
Tout d'abord, on fait un mélange d'excipient, qui est du lactose en l'occurrence ici, avec la matière active. Ensuite, on prend un film aluminium et on forme cette film aluminium d'une telle façon qu'il y a des alvéoles dedans. Et après, on met le poudre dans les alvéoles de la disque. Après, ça passe dans une autre partie de la machine qui scelle le disque. Ensuite, il y a un système caméra qui vérifie que chaque alvéole a une poudre dedans. Parce que les quantités sont très très faibles dans chaque disque et une balance n'a pas une précision suffisante. Au bout de la chaîne, les boîtes sont une dernière fois pesées. Si le poids est trop faible ou trop élevé, elles sont automatiquement rejetées. Cette machine robot fabrique 207 disques à la minute, soit 15 boîtes prêtes à être mises en caisse et expédiées. À une trentaine de kilomètres d'Évreux, au cœur de la forêt de Vernon, la SEP, la Société européenne de propulsion. Un autre exemple du dynamisme de l'heure dans l'industrie de pointe. Ce sont les moteurs de la SEP qui donnent au lanceur Ariane la vitesse de 10 km à la seconde, vitesse nécessaire pour mettre sur orbite les satellites. La SEP emploie 1500 personnes dans un site de 48 hectares. Il y a les bureaux, les laboratoires et les ateliers ainsi qu'un centre d'essai, le plus grand d'Europe occidentale. L'histoire de la Société européenne de propulsion remonte à il y a 50 ans avec cette traction. C'est pour les scientifiques le point de départ de l'aventure des fusées. En 1948, la SEP entreprend la réalisation d'un propulseur pour avion. Le premier vol aura lieu en 1952 avec l'avion expérimental Espadon. Va ensuite la grande époque des fusées-sondes. La première fusée-sonde française s'appelle Véronique. Elle vise l'étude de la haute atmosphère avec un tournant marquant dans la conquête spatiale, les vols habités. Le premier à s'envoler, c'est Hector. En 1961, il décolle depuis le désert du Sahara. On ne sait pas encore à ce moment-là dans quel état on va le retrouver. Les hélicoptères guidés par les radars foncent vers lui en survolant le désert. Parachute au sol, ogive en vue. Il s'agit de se poser. Heureusement, le terrain n'est pas trop accidenté. L'ogive n'a pas souffert. Vite, dépêchez-vous. Il nous tarde de voir la mine d'Hector après le bon tour qu'on lui a joué. Qu'est-ce qu'il va pouvoir s'offrir comme fromage? Le voilà. Aussi frais qu'avant le départ. En 1967, c'est au tour de Martine. Elle s'envole sur une fusée plus puissante, la Vesta. La France décide alors de développer un lanceur lourd, une proposition à laquelle se rallie l'Europe. C'est la naissance d'Ariane. Les moteurs d'Ariane 4 seront mis au point, développés, testés et produits sur le site de Vernon. Mais Ariane 4 n'est pas assez puissant pour lancer 2 satellites à la fois. L'Europe développe alors Ariane 5. Un nouveau défi pour la SEP qui se voit chargée de propulser l'étage principal de ce futur lanceur. Temps prévu 600 secondes, séquence synchronisée en cours. 5, 4, 3, 2, 1. Top, allumage. En 50 ans, Vernon est donc devenu l'un des piliers sur lesquels repose l'Europe spatiale. Mais l'heure de demain n'efface pas pour autant l'heure d'hier, tant le patrimoine culturel est présent. Vernon illustre parfaitement cette cohabitation entre la technologie et l'histoire, entre la science et la culture. C'est ainsi qu'à quelques kilomètres de la SEP se situe le château de Bizy, un superbe château que l'on appelle aussi Petit Versailles. Il fut construit en 1741 par le maréchal Fouquet, surintendant des finances. Les plans sont l'œuvre de Coutan d'Ivry, considéré alors comme le meilleur architecte d'Europe. Héritier du domaine de Bizy, le duc de Penthièvre fut le dernier seigneur de Vernon. Petit-fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, il jouissait d'une fortune considérable. Sa grande dévotion et son naturel charitable lui valurent le surnom de Bon Duc. Il passait pour un homme très très religieux et très généreux. On disait que c'était lui qui faisait la cuisine de ses pauvres. Louis XV un jour lui est venu lui rendre visite
On lui a répondu « Ah ben non, vous ne pouvez pas le voir maintenant. » Il est apparu avec son tablier, il était en train de faire le ragoût de ses pauvres. À la suite de plusieurs ventes, confiscations et successions, le château devint la propriété des ducs d'Albufera au début de ce siècle. Depuis 1996, tout le domaine est classé monument historique. Dans le parc, des fontaines, un bassin, des statues et un pédiluve pour baigner les chevaux. De remarquables jeux d'eau qui rejaillissent après l'hiver. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château fut occupé par les Allemands qui y installèrent la radio du front de l'Atlantique. Il fut en partie pillé, mais les propriétaires avaient eu le temps de sauver quelques meubles et quelques tapisseries. Les colonnes, elles, n'ont pas bougé. Apparemment, les Allemands n'en voulaient pas. Elles ne soutiennent absolument rien. Il faut les soutenir elles-mêmes par en bas, mais elles ne servent absolument à rien et on ne peut même plus les sortir. Dans le projet de mon arrière-grand-oncle, il voulait mettre des vases au-dessus. Puis il est mort avant d'avoir trouvé ces vases. Alors il n'y a toujours pas de vases. Hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, le château servit également de décor au film Le Colonel Chabert. Mais sur le film, c'est absolument fugitif, il faut vraiment le savoir, parce que les meubles ne sont pas du tout les meubles du château. Il n'y avait que les tapisseries et que le décor. Quelques mots suffiront à vous rendre votre sérieux, madame. Le comte Chabert existe, je l'ai vu, je le connais. Et renoncer à tuer cette femme que vous seriez capable de manquer, ce qui serait une faute impardonnable. Je ne vais pas te presser. Je sais très bien ce que je veux. Que le colonel reste mort. Colonel, maréchal, duc, de nombreux autres ont fréquenté ces lieux. Le roi Louis-Philippe y séjourna d'ailleurs régulièrement. Depuis le XVIIe siècle, les noms les plus illustres hantent cette demeure. C'est par hasard que Claude Monet vint à Giverny en 1883. Il a 43 ans. Il cherche une maison pour sa femme et ses 8 enfants. Il n'a pas beaucoup d'argent à ce moment-là, mais il se dit qu'il est temps pour lui de se stabiliser. Il a découvert Giverny dans sa gloire, au moment où les prairies sont grasses, elles sont luxuriantes, il y a un bétail magnifique, la nature est en fête, et les collines à l'époque sont superbes. Elles sont soit cultivées, soit plantées de ravissants abricotiers dont tous les arbres sont en fleurs. Il y a de quoi céder et être séduit, et le tout lui convient. Très tôt, il y a 2 réactions. Je le dis, je crois, durant Ruel, je crois que j'ai fait une ânerie de m'établir si loin. Et puis en fait, vous savez, c'est quelqu'un qui est un cyclotimique à grande accélération, c'est-à-dire que dans la même journée, il a 10 états d'âme différents, comme tous les gens qui travaillent beaucoup, qui créent beaucoup, ils sont très anxieux. Et alors, quelques jours avant ou quelques jours après, il dit, de toute façon, je suis établi dans un pays superbe, jamais je n'aurais pensé ça, etc. Du coup, il n'hésite pas un instant lorsque la longue maison rose est mise en vente. Il l'achète et repeint complètement l'intérieur, avec des tons, des lumières et des contrastes étonnants. Que vous tourniez de ce côté-ci ou de l'autre côté, vous avez toujours ce jeu. Vous ouvrez une porte, vous avez un jaune, un bleu, une cadence tout le temps, avec des bleus différents. Ce qui est très joli parce que ça crée une harmonie assez intéressante. Par exemple, la cuisine bleue, ça n'est pas une invention purement Monet, c'est quand même une chose qui se faisait beaucoup en Angleterre. Et vous savez pourquoi on peignait les cuisines en bleu? C'est parce que ça écarte les insectes. Passionné de jardin, il décide d'aménager celui de Giverny. Il occupe l'espace comme il passe étoile, imaginant une succession d'harmonies. Giverny, c'est autant de jardins que de saisons, avec à chaque fois un charme bien particulier. Ses enfants travaillent avec lui au jardin et l'aident à transporter son matériel lorsqu'il peint à l'extérieur. Quant à Alice, sa seconde épouse, elle préfère s'occuper de l'intérieur. Quand il est à Bordighera, il lui écrit et il lui dit « Ah, vous avez déménagé votre chambre. Eh bien, il faudra que je voie pour voir si c'est bien. » Alors, donc, ils sont tous les deux tout le temps en train de se poser des questions. Et puis, elle lui écrit quand il est je ne sais plus où, en lui disant « Il faudrait voir un tissu intéressant, le tissage de ces gens du cru, parce que ça serait bien de recouvrir les sofas dans le salon-atelier. » Ils sont très soucieux tous les deux des textures. Et c'est très moderne pour l'époque. Peu après l'installation de Monet à Giverny, le village est envahi par une colonie d'artistes.
notamment des peintres américains, venus eux aussi tenter l'expérience de l'impressionnisme. Il y a 3 ou 4 qui ont fréquenté Monet, et probablement Monet était assez accueillant au début quand les artistes ont commencé à venir à Giverny, s'installer. Mais j'imagine que tout de suite il a décidé où il peut peindre, où il peut recevoir les visiteurs, et il s'est coupé un peu de cette colonie. Parmi eux, Taylor, Breck, Cabot-Perry et Butler, l'homme à la moustache, le futur gendre de Monet. Un mariage que peindra l'un des membres de cette colonie, Theodore Robinson. L'impressionnisme des Américains est fort proche de celui des Français, si ce n'est que les personnages sont un peu plus marqués. Monet n'aura donc que peu de contact avec les Américains. Il préfère savourer dans son jardin la nature maîtrisée. L'étude des nymphéas va l'accaparer. Il trouve à Giverny l'essentiel de son inspiration. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.